Et c'est parti, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez la forme. Oh, coucou Lénore, comment tu vas? Ah, tu n'as pas le son, alors je te fais des bisous qu'un artichaut. Hop, voilà, plein de cœur et de canne artichaut sur toi. Voilà, on va mettre l'écran du jeu, ça va être plus joli, comme ceci. Voilà, parfait. J'espère que vous allez bien. On va faire du code de la route, on va pas traîner, on va faire solo et voir si... Ah, le retour! Voilà le retour. Ah, la boulette, ça y est, ça commence. On va voir où on en est. 40, 39... On va avoir un examen à 20 questions. On va commencer comme ça. J'ai mis à jour le planning sur Twitch, je l'ai pas mis à jour sur Streamlabs, décidément. Le planning, si vous souhaitez le voir, de toute façon, vous pouvez le voir sur le Discord. Ce sera l'endroit où il sera publié en premier, la plupart du temps. Ce qui a été le cas cette semaine. Ceux qui étaient sur le stream de dimanche avaient l'information en avant-première, puisqu'on l'avait fait ensemble. Allez, on joue, c'est parti. Vous verrez notamment des magnifiques photos de vomi de Dianthea qui m'a complètement pourri la chemise et tout le reste ce matin. C'était formidable. Allez, on joue. Le chargement peut dépasser d'1 mètre. À l'avant de la voiture, oui. Réponse A. Non. Réponse B. À l'arrière de la voiture, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bah, ni l'un ni l'autre. Ah, on peut dépasser d'1 mètre à l'arrière? C'est super dangereux. Le chargement ne doit jamais dépasser l'aplomb avant de la voiture. Ah. En revanche, à l'arrière, c'est possible. Jusqu'à 1 mètre, le chargement qui dépasse n'a pas besoin d'être signalé. De 1 à 3 mètres, le chargement doit être signalé à son extrémité par un dispositif réfléchissant adapté, éclairé en rouge la nuit. Mais dans tous les cas, il ne peut dépasser de plus de 3 mètres et ne doit pas pouvoir toucher le sol. Réponse B et C. Ah ouais, d'accord, ok. C'est super dangereux. Je tourne à gauche. Je dois céder le passage en face. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ça commence fort, hein. Le feu qui me concerne est en forme de flèche qui tourne à gauche. Pas forcément. Ah ouais, d'accord, oui, d'accord, je vois, ok. Si c'est une flèche, ça veut dire qu'il a rouge. Si c'est un feu vert, je laisse le passage parce qu'il l'a certainement vert aussi. Je passe avec prudence. Ok. Réponse B. D'accord, d'accord. 0 sur 2, c'est bien. L'autopartage nécessite un abonnement. Oui. Réponse A. Ah, je sais Non. pas. Réponse B. Peut-être. Peut permettre Je ne sais de pas. disposer d'une voiture pour 1 heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ça paraissait quand même logique qu'il y ait un abonnement, puisque si tu peux prendre une voiture juste avec une CB, est-ce que ça nécessite un abonnement? Je sais pas. On va dire que oui. Hop, j'ai bien fait de changer. Pour pouvoir bénéficier de l'autopartage, il faut effectivement avoir souscrit Oui, comme un ça, ils ont abonnement. l'identité de la Les personne. utilisateurs peuvent alors disposer d'une voiture juste le temps qu'ils en ont besoin. Ah. Il s'agit donc d'un service de location courte durée. Selon les contrats, le temps minimum de location peut être de quelques minutes. Il est donc possible en général de disposer d'une voiture pour 1 heure, voire moins. Réponse A et C. Je fais n'importe quoi. Hop, ça c'était tombé par terre. Hop. Voilà. Récupérer le bouchon. Bon, on en a eu bon sur celle-là. Très bien.
La plupart des cyclistes tués le sont. Je l'ai déjà eu celle-là. Réponse A. En agglomération. Réponse B. Donc c'est hors agglomération la réponse de celle-là. J'ai retenu. On compte chaque année près de 150 cyclistes tués sur la route et 1500 blessés hospitalisés. Plus de la moitié des cyclistes tués le sont hors agglomération, 55% en 2015. Pourtant, on rencontre moins de cyclistes hors agglomération. Alors comment l'expliquer? La raison est simple. Hors agglomération, la différence de vitesse entre les cyclistes et les autres usagers est plus grande, donc les accidents souvent mortels. L'accident type est le dépassement d'un cycliste sur une route pas très large. Le véhicule qui dépasse ne ralentit pas et ne s'écarte pas suffisamment, et heurte le cycliste par l'arrière. Alors, quand je vois un cycliste, je ralentis, je réfléchis à 2 fois avant de le dépasser, et si je décide de le dépasser, je m'écarte significativement. Réponse A. En cas de crevaison, je resserre totalement les écrous de la roue. Avant de redescendre la voiture du cric... Réponse Ah non, c'est de la logique. A. Après avoir descendu Je, la voiture je du cric. resserre totalement Réponse B. avant de redescendre la voiture ou après avoir descendu la voiture. Non, on serre après. Après avoir descendu. C'est de la logique parce que sinon on va dans le En cas vent. de crevaison, il est préférable de finir de serrer et de commencer à desserrer Voilà. les écrous de la roue alors que celle-ci est en contact avec le sol. Oh, une question de Cela évite mécanique que où la j'ai fait preuve de force logique. exercée sur l'outil Génial. ne fasse tourner la roue lorsqu'elle est dans le vide, ce qui rendrait le serrage ou le desserrage moins efficace, Tout à plus fait. difficile. Réponse B. Pour prendre un objet dans la boîte à gants, je risque de quitter la route des yeux pendant Allez, plusieurs moins secondes, d'une hein. seconde. Réponse A, 1 seconde environ. Réponse B, plusieurs secondes. Réponse C. La boîte à gants se trouve devant le siège passager. Oui. Elle n'est donc pas accessible facilement depuis la place du conducteur. Il serait donc très risqué d'aller y chercher un objet en conduisant. Cela obligerait à quitter la route des yeux plusieurs secondes, ce qui est suffisant pour rater une information importante ou générer un écart de direction dangereux. Réponse C. Généralement, l'assistance de direction fonctionne. Si le moteur est allumé, La Réponse direction assistée, A. ça ne... non. Réponse Ça B. fonctionne dans tous les cas. Si le moteur est éteint, Ouais, ça fonctionne oui. dans tous les cas, je crois. Réponse C. Non. Réponse D. Ah, ça marche que moteur allumé. Ah bah oui, mais oui, oui. Généralement, sur les voitures à moteur thermique, l'assistance de direction ne fonctionne pas si le moteur est arrêté. Que ce soit parce que le conducteur l'a éteint ou parce que le stop and start, qui permet de réaliser des économies de carburant, l'a coupé automatiquement. D'accord. Il me suffit donc de Ok. redémarrer le moteur si je constate que le volant est difficile à tourner. Réponse A et D. Très bien, je retiendrai. Cet équipement n'a qu'un intérêt esthétique. Réponse A. Ah, Une c'est quoi? pédale. Réponse B. Permet de maintenir le corps en appui dans le siège. Réponse C. C'est quoi? Alors, je suis perplexe, hein, parce que je connais pas les pédales. Il y a le frein, l'accélérateur et l'embrayage. Ça, c'est l'embrayage. Ça, c'est le frein. Ça, c'est l'accélérateur. Donc ça, c'est un cale-pied. Cette voiture comporte 3 pédales. Oui, c'était bien ça. La pédale J'avais de le bon ordre. débrayage à gauche, la pédale de frein au centre. Mais il y en a certains, et si enfin vous voyez la pédale ça, d'accélérateur. Totalement à gauche, il y a un autre équipement. Et que vous Il avez ne peur, je s'agit vous pas rassure, d'une j'ai jamais pédale, passé le permis, mais j'ai d'un jamais conduit une repose-pied. voiture. C'est là que je mets mon pied gauche lorsque je n'utilise pas l'embrayage. Le pied gauche ne sert que pour cette pédale. Quel est l'intérêt d'un repose-pied? Il ne sert pas qu'à faire joli, même s'ils ne sont pas tous en aluminium. Il sert surtout à maintenir le corps en appui dans le siège, ce qui est utile notamment lors des freinages ou dans les virages. Le conducteur contracte les muscles de sa jambe sans même s'en apercevoir, ce qui l'aide à se Ouais, stabiliser. c'est pas mal. Réponse C. Mais il y en a pas dans toutes les voitures des cale-pieds comme ça. Ce signal m'oblige à allumer. Les feux de croisement? Oui. Réponse Ça a aucun non. rapport. Réponse B. Les feux de position seuls? Non. Oui. C'est Réponse C. c'est un point de vue. Non. Réponse C'est D. un panneau qui indique un point de vue à proximité, donc ça n'a aucun rapport. Ce signal ne concerne pas l'utilisation des feux. Il indique un lieu où la vue est remarquable. Il n'a donc qu'un rôle d'information, Yes. essentiellement touristique. Réponse B et D. It's a trap. Bien joué.
Sur une voiture neuve, le taux de rejet de CO2 est indiqué. Sur les deux, peut-être, je sais pas. Énergie, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur le certificat d'immatriculation. Bah, en cas de contrôle, ils vont pas demander l'étiquette énergie, quoi. Ils vont demander le certificat d'immatriculation et puis D. la carte grise et puis c'est fini, quoi. Voilà. Il est important de prendre en compte les rejets de CO2 d'une voiture, puisque ceux-ci vont de pair avec la consommation de carburant et sont nuisibles pour la planète. Allez dire ça à tous ceux qui roulent en Si SUV. la voiture Hein. est neuve, ces rejets sont mentionnés sur l'étiquette énergie. Ouais, c'est pas Sinon, bien, c'est pas bien. dans tous les Ils cas, vont sont répondre, vous êtes indiqués sur gentil, le mais certificat faites ce qu'on veut. d'immatriculation, la carte grise. Réponse A et C. Si jamais c'est vraiment si mauvais pour la planète, eh ben faites-les interdire. Mais là, vous nous autorisez à les acheter et derrière, vous venez nous tacler. Faut-il interdire les SUV est une autre question. Mais on ne peut pas dire aux gens, vous n'êtes pas très vertueux dans votre attitude, tout en leur permettant d'acheter un SUV s'ils le souhaitent quand même. Enfin, voilà, il y a un double discours. On leur demande d'acheter des voitures, mais derrière, c'est quand même pas terrible. Est-ce qu'il est possible de faire des SUV qui sont plus vertueux pour l'environnement? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le milieu. J'ai déjà du mal à savoir ce que c'est le frein et l'embrayage, alors c'est pas pour répondre à ces questions-là. La vitesse. Les deux principales. Le non-respect des intervalles Bah, la vitesse, c'est ça. Moi, j'aurais dit l'alcool. Le brouillard. Réponse C. Non-respect des intervalles en cas de collision en chaîne. D'accord. En cas de collision en chaîne, c'est le non-respect des intervalles de sécurité et du coup la vitesse. On entend parfois, ou on peut lire dans la presse... Ouais, non, ils ont été éblouis par le soleil. Ça, c'est les avocats spécialisés, c'est systématiquement en avant. Il y a une fauche un piéton. Ah, j'ai été ébloui par le soleil. Pour ne pas avoir à dire qu'ils ont refusé la priorité. Il existe des parades, à commencer par ça, c'est honteux. la vitesse et augmenter les intervalles de sécurité. La vitesse et le non-respect des intervalles de sécurité sont les deux principales causes de collision en chaîne sur l'autoroute, et pas seulement partant de brouillard. Réponse A et B. Ces triangles sont des dispositifs réfléchissants. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sont le signe distinctif d'une remorque. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le signe distinctif d'une remorque. C'est des triangles qu'on pose par terre, ceux-là? Je vais dire non. Ah, c'était ça? Ces triangles sont effectivement des dispositifs réfléchissants. Ah ouais. On les trouve à l'arrière de certains véhicules. Je me déchire aujourd'hui. Pourquoi sont-ils triangulaires? Pour indiquer que ce véhicule est une remorque ou une caravane qui est une sorte de remorque. Attention donc à la longueur de ces ensembles en cas de dépassement et à leur vitesse qui peut être très ralentie en raison du poids supplémentaire et des contraintes. Réponse A et C. Ok, bien. Une position nuit est généralement disponible sur le rétroviseur intérieur. Oui. Oui, ça c'est sûr. A. Non. Réponse Très B. pratique d'ailleurs. Les rétroviseurs extérieurs. Sur les extérieurs, par contre... Réponse C. Alors, il y a moyen de tourner dans un... Réponse B. Généralement disponible sur les rétros extérieurs, je suis pas certain. Hein. La position nuit d'un rétroviseur permet de limiter le risque d'être ébloui par les feux d'un véhicule qui suit. Elle concerne uniquement le rétroviseur central, aussi appelé rétroviseur intérieur. Sa manipulation se fait en basculant un petit levier situé à la base du rétroviseur qui modifie l'inclinaison du miroir et donne l'impression que la glace se teinte. Sur certaines voitures, cela se fait automatiquement. Souvent, une petite LED située sur le rétroviseur signale que cette fonction est activée. Elle peut être désactivée par une commande généralement située à proximité, ce qui éteint la LED. On parle alors d'un rétroviseur électrochrome. Électrochrome. Réponse Ok. A et B. Ok. Je circule sur l'autoroute 2 fois 2 voies. Je laisse passer. Oui, on est certainement sur l'autoroute là. 110, on est sur une nationale. Je circule sur l'autoroute. Oui. Réponse A. Non. On est sur une nationale, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence.
Et on est à 110. Sur l'autoroute, il y a généralement une bande d'arrêt d'urgence, sauf ponctuellement, quand son aménagement n'est vraiment pas possible. Elle est matérialisée par des traits longs, 39 mètres de long, séparés de 13 mètres sans ligne. Ici, je vois bien que les traits à ma droite ne font pas 39 mètres. Ce sont les traits à droite qui font foi. Autre indice, pas la bande d'arrêt d'urgence. La signalisation comportait un panneau indiquant que je circule sur une route à caractère prioritaire, ce qui n'a pas lieu d'être sur une autoroute. Je ne circule donc pas sur l'autoroute. Réponse B. Bien, c'est pas fait avoir. Le système d'appel d'urgence, e-call, alerte automatiquement les secours en cas d'accident grave. Oui. Réponse A. Je sais pas, on va dire non. que oui. Réponse Je connais pas. B. Permet de géolocaliser automatiquement l'accident. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On va dire que oui, mais j'ai jamais entendu parler de ce truc. Le système d'appel d'urgence, appelé aussi e-call, permet de prévenir les secours depuis la voiture en cas d'urgence. Soit c'est un occupant de la voiture qui le déclenche avec une commande dédiée et les occupants peuvent alors être en liaison avec un opérateur. Cela permet par exemple de prévenir les secours si l'on est témoin d'un accident. Soit c'est la voiture seule qui transmet l'alerte en cas d'accident grave, détecté par le déclenchement des airbags. Elle transmet alors aussi les coordonnées GPS afin de géolocaliser l'accident. Réponse A et C. C'est pas mal du tout avec ça. Certainement un système d'abonnement. Dans cette position, les feux qui fonctionnent sont les feux de position, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux diurnes, réponse C. Je sais pas moi. Je sais pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Les feux diurnes, il n'y a pas de feu en fait. Dans cette position, ni les feux de position, ni les feux de croisement, ni les feux de route sont allumés. Donc encore moins les feux de brouillard avant ou arrière, qui ne peuvent fonctionner seuls. Dans cette position, si ma voiture en est équipée, ce sont les feux diurnes qui fonctionnent, aussi appelés feux de jour. Ce sont les feux qui s'allument automatiquement à l'avant du véhicule, même lorsqu'il fait beau. Ils permettent de rendre la voiture mieux visible des usagers arrivant en face ou de ceux qui me précèdent dans leur rétroviseur. Réponse C. Ah, c'est le truc qu'ils ont essayé de rendre obligatoire, mais qui ne l'est pas et qui sert pas à grand chose, qui consomme 1% de carburant en plus. Si je comprends bien. Ok, pour moi, il n'y avait pas de feu, mais d'accord. Très bien. Environ 10% du trafic routier circule la nuit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Près de la moitié des accidents mortels survient la nuit. Oui. Réponse C. Ça paraît... Non. On va dire oui et oui. D. La nuit, il y a beaucoup moins de circulation, seulement 10% du trafic. Il devrait donc normalement y avoir beaucoup moins d'accidents. Or, ce n'est pas le cas. La moitié des accidents mortels, 46% très exactement, survient la nuit. Ok. Les raisons, un faux sentiment de sécurité lié à la fluidité du trafic qui entraîne des imprudences comme le non-respect des limitations de la vitesse, mais aussi bien sûr la visibilité considérablement réduite, même en feu de route, et une appréciation des distances complètement faussée. Si on ajoute à cela le nombre de conducteurs qui ont consommé de l'alcool plus élevé la nuit, notamment le week-end, on comprend que la conduite de nuit est particulièrement dangereuse. Réponse A et C. Ok. En ville, les piétons les plus touchés dans les accidents mortels sont les enfants, A, les 16-25 ans, B, les personnes âgées, C. Elle dit même plus réponse, la madame. Je ne sais pas. Dans les accidents mortels, ça va être glauque. Non, c'est les personnes âgées. C'est glauque aussi, En hein. ville, les piétons sont très exposés aux accidents mortels. Ils ne sont protégés par aucune carrosserie, ce qui fait d'eux des usagers fragiles. Ce sont les personnes âgées qui sont les plus touchées. En effet, leur déplacement est lent, elles voient et entendent moins bien, elles réagissent aussi moins vite, et leur santé est plus fragile. Réponse C. Ok. Les panneaux d'itinérance S sont des itinéraires alternatifs évitant les problèmes de circulation.
Sur route, réponse A. Sur J'ai les jamais entendu autoroutes, parler. Réponse B. Qu'est-ce que c'est que ça? Les panneaux d'itinéraire S. J'ai jamais entendu parler de ça. Les itinéraires de substitution permettent d'éviter une autoroute si celle-ci connaît des perturbations, travaux, bouchons. Les itinéraires de substitution concernent uniquement les autoroutes qu'ils contournent. Réponse B. Ok. J'ai jamais entendu parler. Je suis arrêté à une distance suffisante de la voiture qui me précède. Oui. Réponse A. Non. Oui, c'est bien là, non? B. C'est très bien, non? Quoi, ça va pas? En circulation, je dois toujours respecter un intervalle minimum avec le véhicule qui me précède, correspondant à la distance parcourue en 2 secondes. Mais lorsque je m'arrête, qu'en est-il? Voyons quels sont les risques. Si la route n'est pas parfaitement plate et que le conducteur devant moi ne tient pas bien ses freins, il pourrait reculer. Tout comme je pourrais avancer, il faut donc un peu de marge. Et puis, ce n'est jamais agréable d'être collé par le véhicule de derrière, même à l'arrêt. Autre risque, que le conducteur devant moi ne reparte pas pour une raison ou une autre. Si je suis trop près, c'est suffisant là quand même. Passer sans reculer. Alors, pour m'arrêter à bonne distance sans exagérer, il suffit que je m'arrête en faisant en sorte de voir ses roues arrière. Autrement dit, toute la voiture. La distance entre nous sera parfaite. Donc ici, je suis trop près puisque je ne vois pas ses roues. Quoi? Réponse B. Quoi? Pour m'arrêter à bonne distance sans exagérer, il suffit que je m'arrête en faisant en sorte de voir ses roues arrière. Et là, il considère qu'on ne voit pas ses roues arrière. Enfin, si je me mets sur le côté, je les verrai, ses roues arrière. Et je vais pas me mettre sur le côté. Quoi? On est trop près, là? C'est sérieux? Mais les roues arrière, elles sont là. Oh. Eh ben... Monitor is coming. Oh là là. En plus, il y a des jeux de mots poireux et je me suis bien déchiré. C'était tout pourri. Tout pourri, tout pourri. Bonjour, votre colis sera présenté ce jour. Ah! Ah, c'est Chronopaste. Non, pas Chronopaste. Non. Voici le code à fournir à votre livreur. Ah, t'es mignon. Vas-y, je le note sur quoi, moi? Post-it. Évidemment, le livreur va arriver à 11h35 pile au moment où je serai à l'école, hein, pour aller chercher les ordres. C'est garanti. Hop, j'ai gardé les chaussures. Ça peut servir. Continue. Si le contrôle technique de ma voiture n'est plus valide, je risque une amende. Réponse A. Un retrait de points sur mon permis. Réponse B. L'immobilisation de ma voiture. Réponse C. Alors, qu'est-ce qu'on risque? Une amende, c'est certain. On va dire les 3. Pas de points, d'accord. Le contrôle technique d'une voiture doit être réalisé avant ses 4 ans de mise en circulation. Ensuite, il devra être renouvelé tous les 2 ans. C'est au propriétaire de la voiture de s'en inquiéter. S'il oublie et que le contrôle technique est périmé, il risque une amende et l'immobilisation de sa voiture, même si elle est en parfait état. Réponse A et C. Ok. Un régulateur de vitesse basique permet d'atteindre une vitesse sans accélérer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De ne jamais dépasser la vitesse programmée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je crois que ça n'accélère pas tout seul. Et je crois que ça permet de rester à la même vitesse, mais sur du plat, faut quand même atteindre une vitesse sans accélérer. Non, c'est pas ça. Jamais dépasser la vitesse programmée. J'hésite. Oui, le but c'est de ne pas dépasser la vitesse en question. Mais si on est en descente... là j'hésite. C'était l'inverse. Ah, on peut... D'accord.
Le régulateur de vitesse permet d'atteindre une vitesse après sa programmation ou de conserver une allure sans toucher à la pédale d'accélérateur. Son usage est adapté aux longues lignes droites, plutôt sur route plate, lorsque la circulation est fluide et sans danger. Mais attention dans les descentes. En version de base, ce dispositif n'agit pas sur les freins. Il y a donc un risque de dépasser la vitesse programmée et donc d'être en excès de vitesse. Réponse A et D. Par contre, ça veut dire que je découvre ça, c'est on peut programmer un limiteur de vitesse qui va accélérer tout seul jusqu'à la vitesse en question. Et ça, je ne savais pas. Ok. Par contre, le coup de la descente et de l'absence de freinage, ça, je m'en doutais un petit peu. Ok. 0 sur 2. Avec le permis B, je suis autorisé à conduire une voiture automatique. Si je suis en période probatoire, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'ai 10 ans de permis, oui. Réponse C. Non. Réponse D. En fait, la question est un peu piégeuse parce qu'avec le permis B, je suis autorisé à conduire une voiture automatique si j'ai passé la formation truc oui et oui. Mais là, sans, ça veut dire sans formation automatique, quoi. Je dirais non. Et c'était oui. Le permis B autorise la conduite d'une voiture à boîte de vitesse manuelle. Ah mais oui, c'est là, oui, mais oui. Quelle que soit l'ancienneté du permis et sans aucune formalité. La conduite d'une voiture automatique plus simple et plus confortable est donc possible. Je suis bête, j'ai pas réfléchi. Pas comme il fallait. Réponse A et C. 0 sur 3, c'est magnifique aujourd'hui. On va peut-être pas... Je circule sur l'autoroute si je rencontre le panneau. Numéro 1, oui. Réponse A, non. Réponse B. Numéro 2, oui. Réponse C, non. Réponse D. Ces deux panneaux annoncent une aire de repos. La différence, c'est leur couleur. Celui à fond bleu indique une aire d'autoroute. Il ne peut être implanté que sur l'autoroute. Celui à fond blanc indique une aire de repos présente sur le réseau routier. Il n'a donc aucune raison d'être implanté sur l'autoroute. Réponse A et D. Je dépasse la voiture devant moi. Par la droite, oui. Réponse A, non. Réponse B. Par la gauche, oui. Réponse C, non. Réponse D. Alors, dans le rétro, nous avons du monde, donc je ne dépasse pas de toute façon, et je ne dépasse surtout pas par la droite. À part dans un bouchon, ou si les voies de circulation ne vont pas dans la même direction, et je ne suis dans aucun de ces deux cas, le dépassement par la droite est interdit, même si c'est pour dépasser un véhicule mal placé, comme c'est ici le cas puisque son conducteur devrait revenir dans la voie de droite. Étant donné que la chaussée est à sens unique, le dépassement par la gauche est autorisé, mais la voie n'est pas libre. Des véhicules sont sur le point de me dépasser. Je ne peux donc pas dépasser cette voiture par la gauche non plus. Réponse B et D. Un moteur qui consomme environ 6 litres de carburant au 100 km lorsqu'il est chaud peut consommer jusqu'à 9 litres lorsqu'il est froid. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il me semblait que lorsque on a un véhicule qui démarre, on consomme plus pour des raisons que j'ignore. Ça pourrait paraître logique. Un moteur consomme beaucoup plus de carburant lorsqu'il est froid que lorsqu'il est chaud, environ 50% en plus, soit 9 litres au 100 km pour un moteur qui ne devrait en consommer que 6. Et ce n'est pas tout, il s'use aussi beaucoup plus vite lorsqu'il est froid et pollue davantage. C'est pour ces raisons qu'il faut éviter d'effectuer des petits parcours de 2 ou 3 km lorsqu'il est possible de les réaliser à pied, à vélo ou favoriser les transports en commun. C'est plus écologique et beaucoup plus économique. Ce panneau annonce que la limitation de vitesse pourra être régulée selon le trafic. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je pourrais rencontrer des panneaux à message variable. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau annonce que la limitation de vitesse pourra être régulée selon le trafic. Section à vitesse régulée. Oui, d'accord. Je pourrais rencontrer des panneaux à message variable. Oui. Une portion à vitesse régulée, c'est une portion de route ou d'autoroute sur laquelle les limitations de vitesse changent selon le trafic.
Par exemple, si la circulation devient dense, les limitations sont abaissées. Cela rend le trafic plus fluide. Il y a moins de différence de vitesse entre les usagers, donc moins de ralentissements brusques. Ainsi, il y a moins de risques d'accident et au final, tout le monde y gagne, en temps et en sérénité. Pour cela, des panneaux de limitation de vitesse à affichage variable sont installés sur toute la longueur du parcours. Réponse A et C. Très bien. Je tourne à gauche. Je dois tourne céder le around. passage en face. Oui. Réponse Cette fois, A. je me ferai pas avoir. Ah mais non, il a feu rouge. Réponse B. Je dois être prêt à m'arrêter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, donc j'ai bien compris. Là, j'ai un feu vert. Ça veut dire que s'il y a en face une voiture avec un feu vert, je cède le passage pour tourner. Puisque sinon, j'aurais une flèche qui m'indiquerait je peux y aller, il n'y a pas de problème. Mais il a un feu rouge. Mon feu est au vert, mais qu'en est-il du feu des usagers arrivant en face? Il pourrait être vert également, c'est souvent le cas, mais pas ici. C'est la croix rouge fixée au support du feu opposé qui me l'indique. Tant que cette croix est rouge, c'est que leur feu est rouge. Cependant, comme à chaque franchissement d'intersection, compte tenu des risques, je dois être prêt à m'arrêter. Réponse B et C. Ok. En cas de panne de batterie, lorsque je tente de démarrer mon véhicule, le moteur du véhicule de secours est en marche, réponse A, arrêté, réponse B. En marche ou arrêté? Ah, je sais pas. Je sais pas. Je crois que c'est en route, hein. En cas de panne de Je suis assez nul sur ces questions. possible de C'est céder ouf. un autre véhicule pour démarrer. Pour cela, on utilise des câbles spéciaux afin de relier les deux batteries. Il suffit de brancher les bornes positives entre elles et de faire la même chose avec les bornes négatives. Mais au moment de lancer le moteur de la voiture en panne, il est important que le moteur du véhicule de secours soit en marche. Sinon, celui-ci risque de ne pas délivrer suffisamment de courant. Et si l'on insiste, les deux véhicules seront en panne. Réponse A. Bon, c'est bien. Oh, La ligne de dissuasion m'autorise à me rabattre. Eleven 27, Oui. Love Eleven Réponse 27, et Predator, Non. Predator. Réponse B. merci beaucoup pour ton resub, Eleven. Comment vas-tu? Alors, est-ce que je m'autorise à me rabattre? Bah oui, vaut mieux, je vais pas rester sur cette file-là. Je circule sur une chaussée à sens unique, comme l'indique la ligne continue à gauche. Une ligne de dissuasion sépare la voie dans laquelle je circule de la voie de droite. À quoi sert-elle? Elle interdit aux usagers qui circulent dans la voie de gauche de prendre la sortie. En revanche, elle autorise un simple rabattement dans la voie de droite. Réponse A. Oui, la lecture des emotes, c'est un peu particulier. Hein. Bah écoute, ça va. Il y a le... Comment on appelle ça? Le livreur chronopost qui va peut-être débarquer à un moment, on ne sait pas, ça va être le suspense. Hop, j'enlève le délai sur mon retour, comme ceci ça va être mieux. Et puis sinon, comme tu l'as certainement vu, grosse gerbouille de Diontea ce matin. Oui, tu l'as vu, tu as répondu même. Sinon, voilà, c'est tranquillou. Je joue très mal, je réponds très mal aux questions. Il me demande est-ce qu'il faut allumer le moteur de l'autre voiture pour brancher la batterie. Je sais pas, moi, oui, peut-être. Que des questions mécaniques et c'est une cata. Sur un emplacement désigné par cette signalisation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il a intérêt de passer. Je peux stationner sur un emplacement désigné par cette signalisation. Interdit de stationner au bus. Moi, je peux stationner. Interdit de stationner à tout le monde, il n'y aurait pas de panneau. Et si c'était autorisé sauf bus, ce serait interdit de stationner sauf bus. Donc je peux stationner, oui. Ce panneau interdit le stationnement aux véhicules de transport en commun. Voilà. Tous les autres usagers peuvent y stationner. Réponse A. Ça gagne. Hop. Pour ne pas être obligé de maintenir la pression sur la pédale d'accélérateur... Mais arrêtez avec ça!
Le limiteur de vitesse. Ah mais oui, il y a deux Réponse trucs en A. plus. Le régulateur de vitesse. Réponse B. Merci. Qu'est-ce que je mets? Je mets le limiteur de vitesse ou le régulateur de vitesse? J'ai piffé. Le régulateur de vitesse est un accessoire qui maintient l'allure de la voiture sans qu'il n'y ait besoin d'accélérer. Alors que le limiteur permet au conducteur de moduler sa vitesse de Fais appel 0 au public. à la vitesse maximum qu'il a programmée. Mais pour cela, il doit appuyer sur la pédale d'accélérateur. Réponse B. Et c'est pour ça que j'étais perplexe tout à l'heure que je comprenais pas. En fait, il y a deux systèmes. Il y a le régulateur et le limiteur. Le régulateur, c'est le truc que je connaissais avant. Voilà, on arrive à 90, on appuie sur le bouton et ça reste à 90. Le limiteur, on paramètre le truc, on lui dit bah vas-y, tu montes à 90, il fait tout seul. Bah non. Non, ça va pas. Il doit appuyer sur la pédale d'accélérateur pour aller à la vitesse maximum. Ils ont dit l'inverse tout à l'heure. C'est ce qui me surprenait. Avec le limiteur, dans les descentes d'ailleurs, ça marche pas. Cours. Il y a un truc que j'ai pas. Le régulateur est un dispositif qui permet d'atteindre une vitesse ou de conserver une allure sans garder le pied en permanence. Une commande dédiée permet d'activer le système. Le conducteur choisit la vitesse de croisière et la voiture conserve cette vitesse dans la limite de ce que son moteur peut supporter. Et selon le rapport de vitesse sélectionné. Ponctuellement, le conducteur peut accélérer afin de dépasser la vitesse. Ok. Il suffit ensuite de relâcher l'accélérateur pour que la vitesse de croisière revienne à son niveau initial. Pour doubler, quoi. Ok. La plupart des véhicules ne permettent pas d'utiliser le régulateur de vitesse en dessous de 50 km/h. Ça n'a pas grand intérêt, sauf en ville. Adapté aux longues lignes droites, plutôt sur route plate, agglomération. Il sera dangereux de l'utiliser là où la dure doit être modulée, bien sûr. Attention, dans les descentes, ça ne fonctionne pas, ça va faire dépasser. Une allure stable permet de limiter la consommation de carburant, oui. Si la route est vallonnée, son utilisation n'est pas adaptée, on est d'accord. Sur ce type de route, le régulateur de vitesse risque d'entraîner une surconsommation de carburant, d'accord. Un régulateur de vitesse adaptatif comporte une fonction supplémentaire, il maintient automatiquement l'intervalle de sécurité avec le véhicule qui me précède. Attention, il s'agit d'un accessoire de sécurité supplémentaire. Maintenant, le limiteur de vitesse permet de ne pas dépasser la vitesse que le conducteur a programmée. Avec l'accélérateur, il est possible de faire varier la vitesse de 0 jusqu'à ce maximum. Ah, c'est bien ça. Ok. Mais attention, si le conducteur n'a pas vu un panneau, il risque d'être en excès. De même en descente, le limiteur n'agit pas sur les freins. Ok, on capte le truc. Par exemple, on est sur l'autoroute, on met 130. S'il y a un radar qui flash à 130, on ne sera pas au-dessus, sauf si on est en descente. Par contre, on peut essayer de bourrer l'accélérateur, ça va maintenir à ça. D'accord. Il peut être utilisé en ville, dans les zones de travaux. Ce dispositif permet de moduler sa vitesse de 0 à la vitesse maximum programmée. Ok. A noter qu'en appuyant à fond sur la pédale d'accélérateur, il est généralement possible de dépasser momentanément la vitesse programmée, ce qui est utile pour effectuer un dépassement par exemple. Donc en fait, ça sert à rien. Ok. Moi j'utilise le régulateur et ma copine le limitateur. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai du mal à comprendre le limiteur. J'ai du mal à comprendre la véritable utilité si dans tous les cas on peut... En gros, ce qu'il faudrait, ce serait caper le système à 130 en toutes circonstances. Et que ça active un système de frein moteur, ça serait parfait ça. En appuyant à fond sur la pédale d'accélérateur, il est possible de dépasser. D'accord. Donc en fait, c'est quand même prévu pour. Ouais, c'est bien le limiteur en fait. C'est bien le limiteur. Et le régulateur, ça permet de lâcher la pédale d'accélérateur. Ok. Très bien. Bon, c'est de la découverte. Dans une voiture, l'ensemble des technologies mises en œuvre pour limiter la gravité d'un accident s'appelle la sécurité active, réponse A, la sécurité passive, réponse B. Je sais pas. Dans une voiture, on distingue deux types d'équipements de sécurité. Les équipements de sécurité active qui permettent d'éviter l'accident
Il s'agit de l'ABS, de l'ESP... Anti-blocage système, ESP, je sais plus ce que c'est. Les équipements de sécurité passive qui permettent de réduire la gravité des accidents, la ceinture de sécurité, les airbags ou encore les appuis-têtes, par exemple. Réponse D'accord. B. Ok. ABS, ESP, radar... ESP. ESP, ça veut dire quoi, ESP? ESP. Airbag. Danger des airbags, oui. Appui-tête. Appui-tête. D'ailleurs, on fait petit coucou à Rufus qui a enlevé l'appui-tête de son siège conducteur. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. E-call, on l'a vu tout à l'heure. Régulateur, pour moi, si tu dois atteindre la vitesse et tu bloques. Ouais. Et l'autre, tu prends une vitesse et ta voiture va à la vitesse seule sans la pédale. Ouais, c'est ce qu'ils expliquaient tout à l'heure. Et en gros, voilà. Après, elle monte tranquillement jusqu'à ça et elle s'y arrête. Et elle poursuit sans qu'on ait à s'en occuper. L'ESP, encore des radars anti-collision. D'accord. Bon, encore une erreur. Pour déclarer un accident à mon assureur, je peux utiliser un constat papier. Ne nous fâchons pas. C'est bien de commencer par là. A, Vous restez calme, vous deviennent fous. Oui, c'est certainement un possible. constat dématérialisé. Oui, je connais pas le dématérialisé, mais ça paraît logique. Pour déclarer un accident à son assureur, on peut bien sûr utiliser un constat européen au format papier. Mais on peut aussi le déclarer sur son téléphone sous forme dématérialisée, sans document physique. Il existe une application qui permet de faire la même chose, elle comporte les mêmes rubriques, y compris de signer, et elle permet en plus d'ajouter des photos. De plus, le constat dématérialisé est transmis immédiatement et automatiquement à l'assureur. Réponse A et C. Ça évite les petits arrangements en mode je vous ramène un feu stop de la casse, on le déclare pas, machin. C'est un peu la même chose au final, mais c'est juste la manière d'atteindre la vitesse qui change. Ouais, ça marche. Je vais essayer de retenir le régulateur, c'est ce que je connaissais jusqu'à présent. Et le limiteur, je connaissais pas spécialement. Ok. Je m'arrête dans la situation numéro 1, oui. Réponse A, non. Réponse B, Je m'arrête dans les deux cas. J'allais dire, c'est oui. quoi la différence s'il y a un Réponse piéton qui traverse, C, mais oui, c'est le passage non. piéton. Réponse Oui, je m'arrête de toute façon, puisqu'elle va traverser dans les deux cas. Elle est déjà engagée, en plus. Donc oui, je m'arrête dans les deux cas. La différence entre ces deux situations, c'est le passage pour piétons. Dans la situation numéro 1, un piéton est engagé sur un passage pour piétons. Je dois le laisser passer. Dans la situation numéro 2, la personne n'est pas engagée sur un passage pour piétons, mais il n'y en a aucun de visible. Il peut donc traverser où il veut, et là encore, je le laisse passer. Réponse A et C. Yes. Hop. Le principal risque est que ce car quitte son stationnement. Non. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, il est éteint. Enfin, les feux arrière sont éteints, il n'y a pas de clignotant, visiblement il est à l'arrêt. Le principal risque, ce serait plutôt qu'il y ait un piéton qui traverse devant, je dirais. Ce car semble immobile et aucun élément ne semble indiquer qu'il est sur le point de partir. Ses feux stop ne sont pas allumés, ses feux de détresse non plus, et son conducteur, s'il est à bord, n'a pas mis son clignotant. Il est en protocole Covid, il désinfecte pendant 40 minutes l'engin. Que se passe-t-il juste devant lui? Y a-t-il un piéton sur le point de traverser ou un véhicule prêt à s'engager? Impossible de le savoir. Pour ne pas être surpris, je ralentis et je garde le pied droit au-dessus du frein. Oui, Réponse B. j'ai bien compris, pied gauche c'est pour l'embrayage ou pour le cale-pied, pied droit c'est frein accélérateur, puisqu'on n'utilise pas les deux en même temps. J'ai progressé aujourd'hui. Au moins j'ai pas confondu les pédales, c'est déjà ça. Stop peut entraîner un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une amende de 4e classe. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 4 points sur le permis de conduire. Ouais, ça paraît logique. Une amende de 4ème classe, ça me paraît logique aussi, puisque 5ème classe, on est sur une contravention de 5ème catégorie qui peut envoyer en correctionnel.
Pour un stop sans autre caractère de gravité, ça me paraît un petit peu exagéré. 4ème classe, ça paraît quand même grave, oui, ça me paraît bien. Allez. À un stop, l'arrêt est obligatoire. Ce n'est pas le fait de passer plus ou moins vite qui est sanctionné, mais de ne pas s'arrêter. Même un bref instant, la voiture doit s'immobiliser. Si je passe sans marquer l'arrêt, je risque un retrait de 4 points sur mon permis de conduire et une amende de 4ème classe. Réponse A et C. Easy bonnet. En cas de crevaison, je commence mais- à desserrer les écrous de la roue. Avant de monter la voiture avec le cric. Réponse A. Après avoir monté la voiture avec le cric. Réponse B. En fait, c'est la question inversée par rapport à tout à l'heure. Si on dessert après, on risque d'aller, ça risque d'aller dans le vent et on va pas desserrer. Donc il faut le faire avant pour que le fait de desserrer soit efficace. En cas de crevaison, il est préférable de finir de serrer et de commencer à desserrer les écrous de la Voilà. roue alors que celle-ci est en contact avec le sol. Donc avant de monter la voiture Je l'ai avec jamais le fait, mais c'est ça, c'est Cela évite la que logique, la ça. force exercée sur l'outil ne fasse tourner la roue lorsqu'elle est dans le vide, ce qui rendrait le serrage ou le desserrage moins efficace ou plus difficile. Réponse A. Comment ça se passe pour tes horaires à partir de la semaine prochaine, Eleven? Tu sais si tu es en fin de contrat pour décembre, pour tout début décembre, ou peut-être que ça sera quand même poursuivi? C'est juste pour savoir par rapport à qui veut gagner des millions pour te trouver un créneau qui t'arrange pour que tu puisses jouer. Je peux dépasser les deux voitures en une seule fois. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah oui, ça va même être conseillé en fait. Parce qu'on a 2 fils, et je vais pas me rabattre entre les deux. C'est un peu... Donc oui, oui. La voie où je circule ainsi que la voie située à ma gauche sont surmontées de flèches vertes. Elles m'informent que les usagers arrivant en face n'ont pas le droit de les utiliser malgré la ligne discontinue. Pour les informer, les usagers arrivant en face voient une croix rouge au-dessus de la voie centrale. Je suis donc autorisé à dépasser, donc je peux aussi dépasser plusieurs véhicules en une seule fois. Réponse A. Yes. Un véhicule équipé d'un gyrophare orange peut être un véhicule encombrant? Oui. Oui, Réponse peut-être les A. deux. Peut-être les deux. Un véhicule lent, Ah, les un tracteurs. Ah, par ça me exemple, manque, ça, ou un en Normandie. véhicule encombrant tel qu'un convoi exceptionnel doit être On équipé est d'un partout. gyrophare de couleur orange. Cela permet aux autres usagers de les repérer de loin. Alors, dès que j'aperçois un tel dispositif, la première chose à faire est de ralentir. Je risque d'être surpris. À noter qu'un gyrophare orange ne donne aucune priorité aux véhicules qui en sont équipés, mais je dois tenir compte de leurs particularités. Réponse A et C. Bon, c'est mieux 9 sur 10. Hein. Parce que pour l'instant, c'était pas ouf. Là, c'est mieux. J'aimerais bien faire un sans faute, mais tout à l'heure, le 13 sur 20, il a bien piqué. Hein. Hop. Ce sera certainement la dernière salve de questions, d'ailleurs, pour L'usure des plaquettes aujourd'hui. de frein entraîne une baisse du niveau de liquide de frein. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est ça ou c'est l'inverse? Au fur et à mesure que les plaquettes de frein s'usent, le niveau du liquide de frein baisse. C'est tout à fait normal. C'est ce qui assure une bonne qualité de freinage malgré cette usure. Ainsi, la course de la pédale est toujours la Il même. n'est toujours pas mes horaires. Oh. Mais le volume de liquide ne disparaît pas. Lors du remplacement des plaquettes, le niveau remonte automatiquement. Donc si les plaquettes de frein sont relativement usées et que le niveau se rapproche tout doucement du minimum, il ne faut surtout pas en ajouter. Sinon, lors du remplacement des plaquettes, le niveau sera trop haut. Tant que le niveau se trouve au-dessus du minimum, inutile de faire la pointe de liquide de frein. En revanche, s'il se trouve en dessous, il est urgent de faire vérifier tout le circuit par un professionnel. Il y a une fuite et c'est très grave. D'accord. Réponse A. Ok. Mais ils sont pas pratiques de donner au dernier moment. Mais bon, après, je pourrais toujours caler une séance, et puis si jamais tu n'es pas disponible, on en fera une autre. Il n'y a pas de souci. Il y a l'honneur de Lénore et puis Rufus qui veulent prendre leur revanche, donc de toute façon, il y aura du monde pour jouer. Mais après, ce serait rigolo que tu puisses jouer aussi, parce que tu n'y as pas encore participé. Les usagers ont tendance à circuler plus vite la nuit.
Parce qu'il y a moins de risques d'accident, réponse A. Parce que le risque est moins perceptible, réponse B. Parce que la circulation est plus fluide, réponse C. Parce que, ils ont dit tout à l'heure, parce que la circulation était plus fluide et parce qu'ils voyaient moins les dangers. Oui, ils l'ont dit tout à l'heure. Le risque d'accident est plus élevé. Parce la qu'ils ont nuit que le picolé. jour. En effet, malgré une circulation beaucoup moins dense, il y a presque autant de tués la nuit que le jour. Pourquoi ? Parce que la nuit donne un sentiment de sécurité trompeur. On ne voit pas tous les dangers puisque le champ visuel est réduit à la portée des phares et qu'il y a moins de circulation. Résultat, les conducteurs roulent plus vite et les accidents sont d'autant plus graves. Réponse B et C. Très bien. Je peux être poursuivi si je laisse un ami prendre le volant, s'il a bu trop d'alcool, oui. Réponse A, non. Réponse B, s'il a fumé un peu de cannabis, oui. Réponse C, non. Réponse D. Hop là. On le sait tous, un conducteur qui a bu ou consommé de la drogue peut être lourdement condamné. Il y a une chose moins connue, c'est que l'on peut être lourdement condamné jusqu'à de la prison si on laisse partir au volant de sa voiture une personne qui, on le sait, est dans ce cas, en particulier si un accident survient. Voilà une raison de plus de ne jamais laisser un ami reprendre le volant s'il est concerné. Il faut absolument le convaincre d'attendre avant de reprendre la route, trouver un moyen de le raccompagner, voire lui confisquer ses clés s'il n'y a pas d'autre solution. Réponse A et C. En croisant les doigts pour qu'ils tiennent bien l'alcool et que ça le rende pas complètement nerveux. Si je suis verbalisé à 105 km à l'heure, je perdrai 1 point, réponse A, 2 points, réponse B, 3 points, réponse C, 4 points, réponse D. La France, 12 points. 105, on est sur une route à 90. 15 km/h, combien de points on perd là ? 2 ou 3 ? 2 ou 3 ? Ah ! Je circule hors agglomération et il n'y a qu'une voie dans mon sens de circulation. Oui, 80, La vitesse 25, est pardon. donc limitée à 80 km à l'heure. Si je roule à 105 km à l'heure, je suis 25 km à l'heure au-dessus de la limitation autorisée. Je perdrai 2 points que je pourrais récupérer au bout de 2 ans si je ne commets pas d'autres infractions. Attention, la perte d'1 point ou plus bloque le crédit automatique qui s'ajoute chaque année pendant la période probatoire. Plus 2 points par an en formation traditionnelle, plus 3 points par an en conduite accompagnée. Réponse B. Bientôt, pour savoir combien de points on a sur le permis, il va falloir faire des calculs. Comme pour les points des vœux du Crous, ça va devenir super compliqué. Titulaire du seul permis BEA, boîte de vitesse automatique uniquement, je suis autorisé à conduire une voiture à boîte de vitesse manuelle C'est si la- je suis en période probatoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'ai 10 ans de permis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est l'inverse de la question de tout à l'heure que j'avais du coup mal comprise. Je l'ai comprise de travers. Bon, le permis BEA, boîte de vitesse automatique. Ok, moi j'avais compris tout à l'heure l'inverse. C'est ceux qui avaient un permis classique qui pouvaient conduire une automatique et j'avais pas bien compris. Utopia City, bien sûr. Si je suis en période probatoire, alors titulaire du seul permis automatique, je suis autorisé à conduire une boîte de vitesse manuelle pendant le probatoire. Je pense pas, non. Enfin, il faut avoir fait la formation. C'était ça, mon... Il faut avoir fait la formation. C'était ça. En fait, j'avais la bon raisonnement tout à l'heure, mais j'ai mal percuté le automatique. Permet de conduire une voiture automatique sans condition et sans formalité. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si je suis titulaire du permis BEA, je peux conduire uniquement des voitures à boîte de vitesse automatique. Pour conduire une voiture manuelle, je devrais passer une épreuve supplémentaire du permis de conduire, Yes. même si j'ai mon permis depuis plus de 10 ans. Réponse B et D. Bon, le raisonnement était le bon, c'est le principal. Je suis concerné par la circulation alternée si ma voiture fonctionne. À l'essence uniquement? Oui. Oui, il n'y a pas de Réponse différence entre... A. Non. Réponse B. Oui, Au gazole oui, uniquement? c'est pareil. Enfin, Oui. peu importe. Réponse C. Je crois. Non. Réponse D. Oui, c'est bien ça, oui. En cas de pollution, la circulation alternée peut être mise en place. Les jours pairs, selon les véhicules ayant une plaque commençant par un numéro pair, peuvent circuler.
Et les jours impairs, c'est au tour des véhicules dont la plaque commence par un numéro impair. Sauf dérogation, pour les véhicules de secours ou véhicules de transport en commun par exemple, elle concerne tous les véhicules qui fonctionnent à l'essence uniquement, sans plomb 95, 98, etc. ou au gazole. Réponse A Yes. et C. Impeccable. Un petit rond-point. Ah, et là, je tourne la tête à gauche. Je vais en face. Je Oui. suis la bordure de droite. Réponse A. Oui. Je suis la voiture bleue. Non, non, Réponse on se cale à droite, en fait. On se cale à droite. Si on fait ça, c'est pour donner l'impression qu'on va tourner là-bas. Donc, je ne suis surtout pas la voiture bleue. Je fais comme ça. Je conduis correctement. Pour aller à droite ou en face dans un carrefour à sens giratoire, je dois rester à droite. C'est-à-dire longer la bordure de droite et non couper la trajectoire comme le fait la voiture bleue. La Ouh, route n'est pas pas bien. un circuit. Je ne cherche pas à faire des trajectoires au plus Et je mets mon court, clignotant. mais en respectant les règles. En cas d'accrochage, je ne regretterai pas d'avoir été à ma place. Réponse A. Comme ça, la voiture qui est là, elle sera contente. Enfin, après, il faut que je tourne. Au cours de la période probatoire, un stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer jusqu'à 4 points, oui, réponse A, non, réponse B, d'être remboursé de l'amende, oui, réponse C, non, réponse D. Récupérer 4 points, oui, oui, oui. Jusqu'à 4 points, oui, je crois que c'est ça. Par contre, d'être remboursé de l'amende, bah non. Ah, quoi? Suite à une ou plusieurs infractions entraînant le retrait de 1 ou 2 points sur son permis, un conducteur en période probatoire peut volontairement effectuer un stage lui permettant de récupérer un maximum de 4 points. Dans ce cas, le montant de l'amende ne lui est pas remboursé. D'accord. En revanche, s'il a commis une infraction ayant entraîné un retrait de 3 points ou plus, il doit effectuer ce stage dans un délai de D'accord. 4 mois. Il récupérera un maximum de 4 points et le montant de l'amende lui sera remboursé. Le remboursement de l'amende d'une infraction entraînant un retrait de points est donc possible si le conducteur a perdu 3 points au moins en une seule infraction. Réponse A et C. C'est quoi la logique derrière tout ça, en fait? C'est d'obliger à passer les stages et tout ça. Par contre, c'est un peu la récompense pour celui qui a commis une plus grosse infraction. Je sais pas, hein, c'est... Je vois à peu près le principe du... on fait de la pédagogie et on incite les gens très fortement à faire la formation puisqu'on la leur impose. Mais... ouais. Ok, bon bah je retire. Ça me paraissait délirant et en fait c'est vrai, bon, ok. Ma voiture est restée stationnée en plein soleil. Pour rafraîchir l'habitacle, je commence par laisser les vitres fermées et allumer la climatisation. Réponse A. Ouvrir les vitres et allumer la climatisation. Réponse B. Ouvrir les vitres sans allumer la climatisation. Réponse C. Créer un courant d'air et allumer la clim avec les fenêtres ouvertes, ça sert absolument à rien puisqu'on on rafraîchit l'extérieur et pas l'intérieur. On peut rembourser, j'ai pas compris. Bah oui, en fait, il est possible de se faire rembourser si on est en probatoire et qu'on se perd 3 ou 4 points d'un coup. On peut se faire rembourser le montant de l'amende parce qu'on est obligé de passer, on doit passer la formation. Et du coup, pour compenser le fait qu'on doive passer la formation et donc qu'on la paye, le montant de l'amende est remboursé. Par contre, si on a des petites infractions de 1 ou 2 points, bah non, on peut passer si on le souhaite une formation, par contre le montant de l'amende n'est pas remboursé. C'est une logique un peu bizarre, hein, je trouve. Donc, on laisse les vitres fermées, on allume la clim, bah non, pour rafraîchir, on va commencer par ouvrir les fenêtres. Ça, c'est la dernière idée. C'est n'importe quoi, ouais, on est d'accord. Hop, ça, c'est pas n'importe quoi, c'est la logique. Lorsque ma voiture est restée stationnée en plein soleil, inutile de faire fonctionner la climatisation immédiatement. Je commence par bien aérer l'habitacle pour le rafraîchir à l'arrêt On fait un en ouvrant courant les d'air. portières et le coffre. Puis, en roulant, je laisse les vitres ouvertes. Une fois l'air chaud évacué, je pourrai utiliser la climatisation après avoir refermé les vitres. Cela me permettra de rafraîchir plus rapidement l'habitacle et d'éviter toute surconsommation de carburant inutile induite par un fonctionnement à plein régime de la climatisation. Yes, Réponse C. ce sera la dernière question. Sur une voiture à boîte automatique, Oh. la position R permet d'avancer, Reculer, réponse R, A, reculer. de reculer, réponse B,
D'immobiliser la voiture, réponse C. Démarrer, neutre. Je sais pas, moi. Je sais pas. Je sais pas, ça paraît très logique que ce soit reculé. Sur une voiture à boîte de vitesse automatique, P parking, on d'accord. trouve au moins 4 positions. N point mort, D pour avancer, immobiliser la démarrer. voiture, mais attention, cette position ne remplace pas le frein de parking ou frein à main. R pour reculer. N pour le point mort, le moteur tourne sans entraîner les roues, mais cette position n'immobilise pas la voiture si elle est en pente. Ok. Et D pour avancer. On peut aussi trouver des positions qui permettent de passer le rapport supérieur ou inférieur en Ok, position oui. D ou de bloquer une vitesse pour utiliser le frein moteur, notamment dans une grande descente. Ok. Réponse B. Bien. Bon, c'était pas trop mal sur celle-là. Ok, bien. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? J'avais deux choses à vous dire. La première, c'est que grâce à vos subs et à vos cadeaux, on a débloqué un espace supplémentaire pour une emote. Donc, elle a été dessinée, elle est scannée, elle est en cours de fignolage et elle sera disponible sur le stream pour tous les subs à partir de demain soir. Indice, c'est un légume, il est snob. Voilà. Donc comme ça, vous allez pouvoir découvrir. Il rejoindra le club des emotes. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que on va faire un petit raid. Je sais pas encore auprès de qui. Et je vous remercie d'avance de rester. Comme ça, on va faire plaisir à quelqu'un. À qui on va faire plaisir? Qui on va faire plaisir? Qui est-ce qui joue là? Elle s'ennuie beaucoup. Elle s'ennuie beaucoup en jouant à Cook Serve. Alors oui, c'est le début du jeu. On ne sait pas si elle aime beaucoup le jeu ou pas. Donc on va suivre un copain. Hop. On va faire un petit raid. Hop. Voilà, c'est parti. Comme ça, je vais pouvoir aller chercher Lisandre à l'école. Merci beaucoup d'être passé. C'était un peu cata aujourd'hui. Sauf sur la fin. Le 13 sur 20 me reste en travers de la gorge. Et le livreur Chronopost n'est pas passé pendant le stream. Donc au moins, ça se passe bien. Hop. Allez-y. Merci d'être passé. Des bisous. Prenez soin de vous et bonne journée.